coup, déjà, merci à tous ceux qui participent pour votre présence aujourd'hui. Du coup, pour cette webconférence ZigDash tournée autour des sujets des collectivités et plus particulièrement voilà, des idées autour des services financiers. Du coup, aujourd'hui, il y a un petit changement de programme. On a perdu le témoignage du CD 92. Voilà, il y a eu un problème d'agenda, ce qui fait qu'on n'a pas pu avoir le CD 92 aujourd'hui, mais on a toujours la région Occitanie, du coup, avec Bruno Stavi et Stéphane Linard du Grand Narbonne qui vont pouvoir témoigner sur leur projet autour de ZigDash. D'ailleurs, je les remercie de cette participation. Pour les personnes qui assistent à ce webinaire, sachez que du coup, votre micro est coupé. Par contre, vous pouvez poser toutes vos questions directement dans l'onglet questions. En fait, vous pouvez les écrire et je les poserai directement à nos intervenants. Ouais, donc Bruno, c'était notre premier intervenant. Je vais du coup te donner la main de désigner comme présentateur pour qu'on puisse voir ton écran. J'ai une demi-heure, donc moi je vais vous parler, plutôt stratégie que outils, mais les deux vont de pair. Je veux quand même vous parler outils, mais d'abord un peu de stratégie et je vais essayer d'abord de vous parler du système d'information décisionnelle à la région Occitanie et savoir un peu quelle est notre stratégie aujourd'hui et demain. Donc, je vous parlerai un petit peu de la situation actuelle depuis 2016. Ce qui nous a aussi la situation actuelle, puis ce qui nous a valu de rechercher une solution de data visualisation et quelle est notre stratégie que l'on applique depuis peu en 2023. Donc, la situation actuelle est la suivante. Donc, on a beaucoup de chance en Occitanie. On a une équipe dédiée sur le décisionnel. Ce qui donne quand même par an, on a plus de 1000 utilisateurs qui sont répartis sur 25 directions. On a chaque année 4000 rapports qui sont consultés et plus de 5000 connexions, 5000 visites. 50 000 visites, pardon. 4000 rapports et 50 000 connexions. Donc, les collègues vont visiter, vont voir des fiches, des bilans, des reportings, des cartes géodécisionnelles, des tableaux de bord. On utilise plus de 50 bases de données utilisées, des entrepôts qui ont été créés au fur et à mesure depuis 2016. Et puis, on s'appuie sur une équipe de référents qui sont des personnes dans les directions qui sont un peu des gens qui portent les demandes en matière d'information décisionnelle, soit sont des référents ou bien des créateurs business object autour de 22 directions. Alors que le principe, quand on a des collègues qui travaillent dans une direction métier spécifique avec un applicatif métier, bah, ils ont une base de données métier et une formation BO. Et puis je vous dis, on a une chance, c'est-à-dire qu'à la DFCG, la direction des finances et du contrôle de gestion, dont je fais partie, pardon, j'aurais dû me présenter puisque je suis à la direction des finances et du contrôle de gestion et je suis directeur adjoint et particulièrement chargé de tout ce qui est système et outils de pilotage. On a la chance d'avoir un service dédié qui est spécialisé et qui est maîtrise d'ouvrage du décisionnel. D'accord? Donc, 5 personnes qui sont là à plein temps pour insuffler la bonne parole. Et on s'appuie sur une MOE qui est assurée à la fois par la DSI et ça a été un peu coupé et un prestataire en TMD, en tierce maintenance décisionnelle, qui assure principalement la création des bases de données, les univers. Voilà. On a donné un petit nom, vous le voyez, Speed, parce que expliquer un système décisionnel à quelqu'un qui ne connaît pas, ben ça peut être compliqué. Donc on a donné un petit nom, on l'a appelé Speed. Et généralement, dans le langage commun, on dit on va chercher tel rapport, tel document, on va dans le Speed. Donc très bien, donc on a un joli, pour le reporting opérationnel, on a un joli portail BO qui est consultable par tous les agents de la région, sauf les agents évidemment des lycées, des ports. Et puis là, on a fait une arborescence, donc on a essayé d'avoir une arborescence. Donc pour chaque direction, il y a des rapports dits génériques, c'est-à-dire des rapports génériques, c'est-à-dire des rapports classiques, des rapports qui sont identiques, c'est-à-dire, par exemple, un rapport qui permet le suivi budgétaire, que vous soyez la direction des sports ou la direction de l'action territoriale, c'est le même, forcément. La structure, donc c'est les rapports génériques.
parfait. Donc, par axe, par territoire, des financiers, marchés, subventions. Des rapports spécifiques, là, pour répondre véritablement à un besoin métier. Je travaille à la direction des sports, je veux un suivi de mes subventions par type de tiers, par type de discipline sportive, etc. Donc, c'est des rapports spécifiques. Et puis, on a aussi, on a créé ce qu'on appelle un accès à des documents accessibles à tous, donc des fichiers lus, des fichiers lycée. Donc ça, c'est parfait. Tout ça est dans le portail BusinessOT. Alors, pour les managers, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour les managers, donc pour 300 managers et référents budgétaires, on a évidemment conçu un tableau de bord de pilotage, donc sous forme un peu dashboard, c'est-à-dire première page avec des indicateurs clés, hein, des indicateurs clés dits les fameux KPI, on a essayé de trouver, donc voilà. Et puis derrière, on décline par thématique. Donc les indicateurs clés, forcément, c'est le budget, c'est la RH, pour nous, c'est les subventions, c'est les marchés publics, etc. Et derrière, il y a des onglets et donc un tout classique, hein, page de synthèse des indicateurs clés et puis des onglets derrière qui détaillent les thématiques. Donc on a développé ça sur BO Webi depuis jusqu'en 2022, un petit peu 2023. Malheureusement, on s'est aperçu un peu des limites de l'outil sur Webi BO, donc ça manquait vraiment je vais dire, de self-service, de dynamisme, de rapidité. Donc, on s'est dit, il faut compléter, il faut réfléchir à compléter notre offre décisionnelle pour les collègues par une solution de DataVis. Et donc, on s'est lancé, c'était il y a tout juste un an, par une analyse d'une solution de DataVis. Voilà, donc, on a fait faire une étude de benchmark par notre TMED, le prestataire de services maintenance décisionnelle, hein, qui est quelqu'un de reconnu dans le monde du décisionnel. Donc, ce prestataire, on lui a demandé de faire une étude donc par rapport à nos besoins. Donc, il a fait une étude auprès de 7 solutions. Donc, on voit les 7 solutions à l'écran. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'effectivement, c'est un match un peu États-Unis contre la France, hein, parce que Power BI, c'est Microsoft. ClickSense, à l'origine, c'était suédois, mais c'est devenu américain. Tableau Online, c'est californien de chez californien. SAP, bien sûr, SAP, c'est business, il porte Business Object, mais il propose aussi une solution qui s'appelle SAC, qui est aussi internationale. Et puis, on a nos 3 petits français, on a DigDash, on a Suadeo et BIBand. Donc, on a fait faire cette étude. On a fait cette étude selon 4 types de besoins. Donc, nous, on avait un premier besoin qui était le besoin de fonctionnalité. Quelles étaient les fonctionnalités, par exemple, de recherche, de navigation. Les besoins techniques aussi, ce qui était l'administration, le suivi des usages. Besoins stratégiques, souveraineté, là, c'est très important parce qu'entre-temps, notre DGS nous a rappelé son désir d'aller vers plus de souveraineté numérique. Donc, il a décidé d'abandonner petit à petit le monde merveilleux des GAFAM. Donc, on a eu notamment Microsoft. Ça, c'était important dans le choix. Et puis, un dernier chose qui est très important, c'était le coût. Donc, le coût, le besoin et le coût. Donc une étude du coût, donc on a fait cette étude du coût sur 328 licences, soit on-premise, soit en mode perpétuel, avec les maintenances, etc., etc. Et donc là, voilà le résultat. Donc bien sûr, selon nos critères, selon nos besoins. Donc là, on a vu qu'effectivement, DigDash arrivait en premier, et donc on a choisi la solution DigDash. Pourquoi on a choisi la solution DigDash? Parce qu'effectivement, c'est un éditeur français, donc souveraineté. En plus, effectivement, c'était des licences, ça c'était important, all inclusive, c'est-à-dire en mode perpétuel. Je crois que c'est le seul éditeur, là, oui, c'était le seul éditeur qui nous proposait ça. Donc nous, c'est une solution qui nous a bien sûr
plu. Le fait qu'il soit effectivement à proximité, hein, en France, à Aix-en-Provence, que ce soit un outil de data vis, de self-service, les fonctionnalités. Et puis, dans les perspectives, c'était parfaitement adapté au projet pilote. Alors, pilote, c'est le tableau de bord de pilotage. Donc, ça nous a semblé très, très bien adapté. Et puis aussi, on veut monter aussi des observatoires. Donc, effectivement, ils nous avaient montré ce que Dictage fait, par exemple, pour Santé publique France, puisque c'est eux qui ont réalisé, qui réalisent toujours, je crois, les tableaux de bord du Covid. Mais aussi, pour les collègues du département des Yvelines, il y a des budgets interactifs qui sont tout publics, hein, qui sont super, super intéressants. Et puis, la complémentarité avec Business Object. Donc, aujourd'hui, hop, aujourd'hui, la stratégie, voilà. Donc, on va garder notre portail BO pour faire du reporting opérationnel. Donc, ça, je pense que pour l'instant, du reporting opérationnel, pour faire pour avoir des états, pour avoir des choses, je dirais, même des états qui sont un petit peu figés, des tableaux de bord qui sont figés, des choses comme ça. Donc, on va garder ça pour nos agents, reporting opérationnel. Par contre, pour tout ce qui est pilotage, on veut utiliser le pilotage, l'analyse des données. Donc, ce sera pour nos managers, nos référents budgétaires aussi. J'ai oublié d'en parler parce que les référents budgétaires, c'est un petit peu entre guillemets, nos directeurs financiers dans toutes les directions. Donc, leur offrir effectivement. En plus, eux, ils auront ils sont en train d'avoir le portail qu'on a appelé le portail de data visualisation, DigDash, pour tous les managers. Donc, voilà un petit peu notre stratégie, c'est-à-dire je vais vous montrer donc deux grands besoins, deux grandes familles d'utilisateurs et deux produits. Voilà, on a essayé de prévoir là-dessus, de partir là-dessus. OK. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Donc là, je vais me connecter à DigDash. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a commencé à faire. Donc, ce qu'on a commencé à faire et ça fait l'objet. Donc, DigDash nous a aussi accompagnés dans des POC. Donc, on a fait 2 POC. Donc, nous a accompagnés pour la réalisation de ça. Donc, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de partir sur une. Donc, vous êtes manager à la région Occitanie et vous avez, vous voyez, très facilement accès à un menu. Donc, et l'idée, c'est. On est en train de le réaliser. L'idée, c'est de prévoir un certain nombre de thématiques classées sur 3 grands thèmes. Donc, les ressources. Donc, les ressources, évidemment, rien de très original, mais avoir des données sur son budget. Je suis manager, donc je vais avoir des données sur mon budget, sur mes ressources humaines. Nous, la région, on donne beaucoup, vous le savez certainement, la région donne beaucoup de subventions d'aide. Donc, il y aura un menu subvention aide. Il y aura certainement aussi un menu marché public, parce qu'on a quelques marchés publics. Donc, c'est la gestion, le pilotage des ressources. Ensuite, un sujet qui nous a semblé très, très important, qui est un peu toujours le talon d'Achille de nos organisations, c'est-à-dire les thématiques transversales. Hein, c'est-à-dire que là, on a tous des thématiques transversales et la difficulté, c'est toujours le partage d'informations, la transmission d'informations. Donc là, on s'est dit, on va créer des thématiques transversales. Donc, on a commencé, je vais vous montrer, sur les politiques territoriales, parce qu'une politique territoriale, lorsque la région aide ces territoires, eh ben, que vous soyez culture, sport, environnement, enfin, tout le monde contribue. Donc, c'est vraiment une thématique territoriale. Et puis, à la fin, on voudrait mettre en place des vignettes par thématique métier. Donc là, forcément, on va commencer par les grands métiers de la région. Donc, ce sera les lycées, la formation professionnelle, le transport routier, etc., etc., etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est de dire, voilà, je suis manager. Donc, vous voyez déjà, ça change même la façon de naviguer, les fonctionnalités. Ça change complètement d'un portail BO. C'est quand même beaucoup plus intuitif et beaucoup plus fonctionnel qu'un portail BO. Et là, je suis manager et là, je vais cliquer. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc là, je suis sur la page de création de Qualif. Donc, on est toujours en création, mais l'idée, c'est effectivement, voilà, vous êtes manager. Donc, CP, ce sont les crédits de paiement.
et là, vous avez immédiatement un certain nombre d'indicateurs qui se mettent en place, regarder cette direction et tout. Et là, voilà. Donc ça, c'est une chose qui a été réalisée. Donc avec, on s'est fait aider au départ par Digdash, mais on a été relativement, et on est relativement autonome aujourd'hui. Donc des indicateurs clés, vous le voyez, on a mis des indicateurs clés, quelques jauges qui permettent, et là, bien sûr, des menus qui permettent de filtrer tout. Et qui permettent aussi de rendre un peu l'utilisateur en mode self-service, c'est-à-dire qu'il permet d'avoir une grande souplesse là-dessus. Voilà, donc c'est les filtres, donc il choisit on peut choisir aussi l'opération, hein, on peut choisir bien sûr l'opération, etc. Donc ça laisse toujours une très grande liberté, donc il choisit son mode, fonctionnement, investissement, etc. Donc tout ça, voilà. Puis un truc très très sympa aussi qui nous a beaucoup plu, c'est le mode PDF, c'est-à-dire que pardon, PowerPoint, le mode PDF, ça c'est un truc qui nous avait été aussi demandé par les collègues, c'est-à-dire le manager, le directeur doit faire une présentation, évidemment c'est toujours en urgence, toujours pressé, donc il doit faire une présentation à son vice-président, à son élu ou à quelqu'un, et là, effectivement, il suffit de télécharger un PPT, et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, ça va se télécharger, on a un PowerPoint. Alors, ça peut paraître un petit détail, mais pour nous, ça nous paraît relativement important parce que ça permet de... Voilà, il est là, et on retrouve... hop, voilà, on retrouve, donc on a mis notre charte graphique et tout, et là, alors on est en train d'y travailler, mais l'idée, c'est de faire voilà, un sommaire, et c'est vraiment du PPT, hein, c'est vraiment, je peux le supprimer, je peux faire n'importe quoi, je peux faire Toto. Attendez, je vais faire pour montrer que c'est pas truqué. Hop, merde. Insertion, forme. Voilà. Ça nous a semblé pas mal du tout, quoi. Voilà. Et là, voilà, tout se met en marche de manière automatique. On a réalisé aussi un autre. On est en train de réaliser aussi une autre vignette sur les politiques territoriales. Donc, on est en train de développer le budget, on va développer RH, on va développer finance sur le marché public, et on développe aussi un onglet, une thématique qui s'appelle politique territoriale. Et là, ce qui est intéressant, parce que nous sommes en région, donc il y a un axe territorial, un axe géographique qui nous paraît intéressant, et on a essayé de l'exploiter comme ça. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, l'idée, c'est de dire la question c'est, quelles sont les subventions qui ont été votées et payées, mandatées aux communes de la région Languedoc-Roussillon. Donc, une carto avec des petites chartes de couleurs, des indicateurs clés qui sont là dessus pour savoir voilà, le montant qui a été voté, mandaté, le nombre d'euros par habitant, la répartition par direction, par année, le montant voté, mandaté, le top 5. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui nous a beaucoup plu, c'est aussi la fonctionnalité, la simplicité pour l'utilisateur final. Donc le manager va prendre sa petite souris, il est intéressé par l'Aveyron, et là, c'est très simple, il suffit de cliquer. Je vais sur l'Aveyron, et là, tous les indicateurs se mettent à jour de manière automatique, et là, je peux effectivement, en plus, donc j'ai toutes les informations, hop, qui apparaissent automatiquement, et je peux cliquer par exemple sur Espalion dans l'Aveyron. Vous ne connaissez peut-être pas Espalion, mais je vous emmène à Espalion. Vous cliquez sur Espalion et là vous avez de manière automatique la répartition par direction, le montant, les indicateurs clés, le montant voté, le top 5, le détail de subvention aussi, parce que ça c'est aussi une obsession de nos managers. Ils aiment bien avoir des indicateurs synthétiques, mais aussi ils aiment beaucoup avoir le détail. Donc on leur offre le détail. Et là, même chose. Donc on peut faire un export. Donc là, on ne va pas faire un export PPT, mais on va faire un export PDF. Et là, on peut évidemment faire des exports. Et là, on va faire un export PDF. Donc ça nous a semblé, ça nous semble bien sûr toujours très, très fonctionnel, très ergonomique et tout. Et là, vous voyez, voilà. On est en train de travailler sur la forme. Elle est un peu cochonne, mais on est en train d'y travailler. On est en train de travailler. Gros avantage, c'est qu'effectivement, le manager, il a tout de suite, ça répond à ses questions.
Il fait lui-même ses propres filtres en mode self-service. C'est facile, c'est intuitif et puis il peut évidemment imprimer et partager. Donc voilà. Donc en titre de conclusion, donc nous la région Occitanie, le décisionnel, deux visions, hein, deux visions complémentaires. Une première vision reporting opérationnel. On va rester sur le business object pour faire du reporting de masse, des états de reporting, des listes, des listings, c'est très bien. Même des rapports sur lesquels il y a peu de choix. Voilà, je pense que, alors par expérience, je pense que on couvrira 80% des besoins. 80% des besoins chez nous en collectivité, je pense, hein, c'est du reporting opérationnel. Après, pour les managers, pour les agents, analystes de données qui ont besoin d'analyser les données, là, on va basculer dans le monde de DigDash et on va leur offrir, voilà, vous le voyez à l'écran, ce portail. Et le but du jeu, bien sûr, c'est un certain nombre de vignettes qui vont leur permettre facilement, enfin, vous le voyez, de naviguer et de trouver l'information. Donc voilà, donc moi j'ai terminé Martin, donc là je suis prêt à répondre s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, je suis prêt à répondre. Voilà, donc je ne suis pas rentré dans le détail technique, mais voilà, moi j'ai plutôt voulu vous parler stratégie et les deux technologies que l'on utilise et que l'on va utiliser. Et ce complément, ça me semble intéressant à voir. Super, merci Bruno. Effectivement, il y a quelques questions qui sont posées. Il y a du coup une première question qui est dans le cadre d'une activité de pilotage en régie. Est-ce que tu conseilles plutôt DigDash ou BO? En régie, c'est-à-dire en régie? Je pense que ça veut dire en interne, travailler en interne. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Alors, qu'est-ce que je conseille? Ça dépend. Alors, nous, on le fait en régie. Hein. Je le dis aux collègues, on le fait en régie, c'est-à-dire que on a une chance folle. Hein. Donc, il y a un service avec une chef de service, une équipe. Je le dis parce que c'est important. Donc, ce service est constitué de 3 chefs de projet décisionnels qui appartiennent à la direction des finances et du contrôle de gestion. Hein. Ça, plus, on a une assistante qui est très importante, notamment pour tout ce qui est la gestion des droits, la communication et tout. Donc, c'est une équipe de 5 personnes. Donc, on fait tout en régie. Quoi. Tout ce que je vous ai montré, je peux vous montrer, on a 3000 rapports BO. Tout ça, on le fait en régie. Donc, on a eu des formations et on continue à avoir des formations BO. Là, on est en train aussi d'avoir des formations DigDash et surtout des ateliers d'accompagnement. Moi, je trouve que cette idée est très bonne, c'est-à-dire des ateliers d'accompagnement, c'est-à-dire que on leur montre notre projet et ils nous accompagnent sur le développement. Donc, pour répondre aux collègues, ça dépend un petit peu les besoins. C'est-à-dire, après aussi, il faut être un peu trivial, il y a les éléments de coût aussi. Moi, je vous invite vraiment à challenger Business Object contre DigDash en termes de coût, de licensing et tout. Bon, voilà, honnêtement, c'est DigDash qui gagne le match. Quoi. Voilà. Moi, je pense le reporting opérationnel de masse, je privilégie quand même BO, et puis c'était culturellement BO. Moi, j'ai 3000 agents qui utilisent BO sur l'année. Je ne peux pas les faire changer. On reste sur BO. Et puis, par contre, pour tout ce qui est analyse et tableau de bord, on reste sur DigDash. Effectivement, ça complète aussi l'autre question qui est posée, c'est est-ce que vous avez prévu à la région Occitanie de remplacer BO par DigDash aujourd'hui, donc c'est pas le cas. Alors, pour l'instant, c'est vrai que c'est une question. On entend beaucoup parler de la fin de Business Object, puisque même la 4.3 qui est en train qui est actuelle, on a prévu on entend parler effectivement de la fin de la 4.3, elle est programmée, on doit passer sur la BI 2025. Mais moi, non, pour l'instant, c'est pas prévu. Quoi. Voilà, 2025, il y a une BI 2025 qui est prévue chez Business Object qui va s'éterniser jusqu'en 2028 ou 2030. Nous, on va rester sur BO. Pourquoi Parce que c'est culturel, c'est-à-dire que la région Occitanie, c'est une nouvelle collectivité, c'est le fruit de 2 collectivités. Enfin, je ne vais pas vous faire toute l'histoire,
de fusion de collectivités. Ça a été compliqué, ça a été très compliqué. Et l'outil historique dans les deux collectivités, c'était Business Object. Donc, on a gardé BO et je pense qu'on va le garder. Ça, on va le garder. Par contre, si effectivement on était parti de zéro, en matière de décisionnel, oui, on aurait étudié, je pense qu'on aurait étudié la solution DigDash à 100%. Parce que DigDash aussi est capable de faire du reporting. Hein. Mais je vous dis, c'est plutôt culturel. Voilà. C'est-à-dire que derrière, et puis j'ai 1000 agents. Quoi. Tout le monde conduit du changement. Là, on va changer de version de BO. Enfin, faut accompagner les agents. Et puis surtout, moi, 80% de mes agents, ou 80% de mes besoins, sont des besoins de reporting opérationnel. C'est-à-dire, c'est des rapports basiques. Quoi. Il n'y a pas besoin de filtrer et tout. Donc, voilà, je ne veux pas changer ça pour l'instant. Ok. Très clair. Sinon, côté organisation, est-ce qu'il y a la vocation à terme d'offrir la partie self-service aux utilisateurs métiers pour qu'ils puissent créer leur propre tableau de bord dans DigDash? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Là, on s'est focalisé sur les managers parce que je dis ça à mes collègues, mais tout le monde connaît ça. Actuellement, on est un peu sous contrainte budgétaire. Hein. Je pense que toutes les collectivités, on a des petites contraintes budgétaires. Donc aujourd'hui, notre feuille de route, c'est équiper les managers et très rapidement aussi vouloir équiper ce que j'appelle les collègues analystes de données hein, qui sont sur un métier, par exemple transport. Donc ils ont des logiciels transport, transport routier. On va prendre un exemple très concret, transport routier. Des autocars. La région, c'est un gros sujet. On a des logiciels. Effectivement, pour l'instant, on exploite ça sur BO, mais je veux les faire basculer sur DigDash. Oui. DigDash, j'aimerais le réserver manager et analyste de données. Quoi. Voilà. Donc, ce serait une population à peu près 300 managers et des analystes de données, il y en a à peu près une cinquantaine. Quoi. Il y en a deux par direction. Okay. Donc c'est le job, ouais. de fournir des données de pilotage métier à leur direction. Ça marche, très clair Bruno. Et sinon, aussi d'autres questions, est-ce que la région a mis en place un entrepôt de données ou est-ce que vous interrogez les bases de données en direct? On a une multitude d'entrepôts de données. On en a donc entrepôt de données univers. Hein, pardon, je ne suis pas informaticien, donc on en a une cinquantaine. Oui, on a une cinquantaine. Oui. On a tous ces entrepôts de données sont rafraîchis la nuit. Donc on rafraîchit la nuit. Donc on ne travaille pas en temps direct. Hein, on n'est pas. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas Carrefour. Hein, on n'est que la région Occitanie. On n'est pas Carrefour ni Total Énergie. Donc on n'attaque pas en direct. Mais on a les bases de données sont rafraîchies la nuit à partir de 1h du matin jusqu'à 6h du matin. Et toutes nos 50 bases de données sont rafraîchies. Et puis le lendemain, on peut produire ou attaquer ces bases de données rafraîchies. Donc aujourd'hui, c'est une base de données un peu en silo, c'est une par métier et du coup, c'est DigDash qui permet de faire le croisement des données ensuite. Oui, comme Business Object, hein, là-dessus, on a cette même logique là-dessus. On n'a pas de. Je sais qu'actuellement, on parle de data lake dans lequel on aurait toutes les données et tout. Non, on n'a pas de data lake, on a du silo et puis les silos se parlent entre eux grâce à BO ou DigDash. Et la preuve, vous le voyez à l'écran, quoi. C'est-à-dire qu'à l'écran, vous voyez bien que budget, ça vient de logiciels finance et RH, ça vient des logiciels, on en a plusieurs RH. Gros avantage, c'est qu'effectivement, moi, le manager, lui, il ne rentre pas dans cette technique-là. Pour lui, tout est à portée de main, à portée de clic et très facilement, il va pouvoir passer d'une thématique à l'autre. Ok, ça marche. Sur la plateforme que tu as montrée là aujourd'hui, la question c'est combien de personnes ont travaillé à l'élaboration de ces tableaux de bord et en combien de temps? Donc pour l'instant, on développe budget et politique territoriale. On est en train de le développer. Chaque fois, il y avait. Alors, notre organisation, c'est que je vous l'ai dit, dans l'équipe décisionnelle qui est toujours, qui n'est pas DSI, hein, qui est direction des finances et du contrôle de gestion. Pour moi, ce sont des contrôleurs de gestion hybrides. C'est à la fois des contrôleurs de gestion, mais en même temps des gens qui ont une appétence et une connaissance décisionnelle, hein, qui sont des hybrides, j'appellerais ça. Donc, en réalité, il y a deux chargés de mission
chargés de projet, pardon, et on les a spécialisés. Donc on a budget, budget, c'est par exemple, je peux citer, c'est José. Donc José, il est spécialiste de tout ce qui est budget. Il était vers BO et là, il est sur budget. Et on a Eric sur les politiques territoriales qui est spécialiste déjà avec le logiciel de subvention et qui a fait ça sur DigDash. Ça nous a pris combien de temps pour répondre à la question? Donc on s'est fait aider quand même de BED, donc de DigDash. Donc DigDash nous a aidé dans des ateliers d'accompagnement. Donc je dirais qu'en quelques jours, un nombre de jours, oui, je pense en 5-6 jours, on peut réaliser rapidement, on peut avoir déjà un premier rendu très très sympa. Ça va très très vite. Hein. Effectivement. Et puis si des agents, alors effectivement là, DigDash nous accompagne dans les formations. Et je vous dis, c'est des accompagnements qui sont très. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est des accompagnements très pragmatiques. On ne travaille pas, on n'est pas formé. On est sur, moi je l'ai été dans une autre vie, sur un univers de base de données bidon, quoi. On travaille sur nos données, sur nos problématiques et ils nous aident là-dessus. Et ça me plaît beaucoup. Cette notion d'atelier de formation, d'accompagnement. Voilà. Et ça, c'est très important. C'est vrai que le fait de se faire accompagner par des vrais experts de la solution, qui sont des consultants chez nous, c'est aussi quelque chose qui est pertinent. Oui, d'ailleurs, un petit message. Oui, si vous choisissez les solutions DigDash, je vous conseille de vous faire accompagner par DigDash et pas par un prestataire TMD dont je ne citerai pas le nom. Parce que voilà. Donc nous, on a fait l'époque, ça s'est très très bien passé. Et ensuite, là, on est en train de les déployer actuellement à partir d'époque. Hein, et c'est DigDash qui nous accompagne. Et les accompagnements, c'est pas des jours et des jours, c'est quelques heures avec par semaine, enfin des rendez-vous par semaine, mais ça va très vite. Quoi. Ce qui nous a plu, ça aussi. C'est la réactivité aussi, parce que voilà. Enfin, je pense que Business Object, ça ne veut même pas où se trouve la France. Quoi. Enfin, SAP et BO, ça ne veut même pas où est la France. Alors les collectivités locales, encore moins. Ça marche. Quel type de source de données vous utilisez pour connecter à DigDash? Est-ce que c'est des univers BO? Est-ce que c'est des bases de données métiers? Est-ce que c'est des CSV? Alors pour l'instant, moi je suis pas trop, je vous ai dit, je suis pas informaticien, je suis pas techno, mais ce qu'on est en train de faire, c'est on se sert de BO en copiant les SQL. Pour l'instant, c'est notre plan d'attaque. Donc pour réaliser les tableaux DigDash là-dessus. Mais je pense qu'on pourrait attaquer directement les bases sans passer par BO. Effectivement. Du coup, on demande, alors c'est une petite question technique pour toi, tu me diras si tu as la réponse, c'est comment sont constitués vos entrepôts de données? Est-ce que c'est réalisé par le prestataire en question ou est-ce que c'est votre DSI qui les réalise? Ah oui, ça c'est pas technique. Alors, notre façon de fonctionner est la suivante, c'est-à-dire que l'équipe décisionnelle dont je vous ai parlé, direction des finances et du contrôle de gestion, on va appeler ça les contrôleurs de gestion hybrides, font leur job de contrôleur de gestion, c'est-à-dire qu'ils répondent à un besoin. Vous êtes la direction de la culture, vous avez une problématique, vous avez un besoin, donc ils vont élaborer ensemble d'abord des maquettes, tableaux de bord, des fiches, etc. Okay. Ensuite, soit les données existent dans un univers, soit elles n'existent pas. Si elles n'existent pas, eh ben, c'est encore l'équipe de ces contrôleurs de gestion hybride qui vont rédiger un premier cahier des charges. Un cahier des charges va être rédigé. Ce cahier des charges va être vu par la DSI. La DSI va regarder si techniquement on ne dit pas trop de conneries. Et ensuite, ce cahier des charges va être passer au prestataire. Et c'est le prestataire qui va réaliser le cahier des charges, qui va exécuter le cahier des charges et qui va monter l'entrepôt de données. Ensuite, le prestataire nous livre l'entrepôt de données. Il y a un premier contrôle de la DSI, point de vue techno, pour voir si ça fonctionne. Mais ensuite, c'est l'équipe des contrôleurs de gestion qui vont faire les recettes, vont vérifier, vont réaliser bien sûr le tableau de bord, le rapport, vont le réaliser le tableau de bord et vont vérifier la véracité, l'exhaustivité des données. Et ensuite,
ensuite, l'étape ultime, c'est l'équipe des contrôleurs de gestion se rapproche de la direction demandeuse, la direction opérationnelle, et il y a une nouvelle passe de recettes, ils testent pour voir si ça convient parfaitement à la direction opérationnelle. Si le tableau de bord convient, si les couleurs, si les filtres, etc., etc. Voilà comment ça se passe. Donc, de grosses implications de l'équipe contrôleur de gestion. On me demande est-ce que vous avez évalué Need4Viz comme solution? Alors, oui, on a vu Need4Viz. Alors, Need4Viz, alors, ça reste du BO parce que ils vous vendent 50, je crois, composants que vous pouvez adapter sur BO. Donc, c'est-à-dire des templates, tout ce qui est des smileys, etc., etc. Donc, c'est pas mal. Moi, c'était assez bluffant, mais on reste quand même dans le monde de Business Object et je pense qu'ils n'ont pas fait l'effort, même avec en associant ça, pour rendre pour aller vers la data visualisation, vers le self-service, pour simplifier les choses. Voilà. Donc, oui, on a vu cette solution, mais on l'a abandonné. Puis en termes de coût aussi, c'était pas donné. On a une volonté aussi souveraineté nationale. Donc, on ne voulait pas d'un cloud à Seattle. On voulait garder la main sur le sujet et Digdash répond parfaitement en termes de composants là-dessus. Il n'y a pas de souci, quoi. Ça nous suffit, quoi. Dans le même genre de questions, on me demande pourquoi tu as exclu les logiciels libres de l'analyse comme Metabase, Redash ou encore Superset. Ça a été vu, mais lorsqu'on a fait l'étude de benchmark, ça a été exclu parce qu'effectivement, c'était réputé pas suffisamment solide, pas suffisamment efficace face à notre volumétrie de données, d'utilisateurs et tout. Ok, très clair. On demande aussi pour les utilisateurs, notamment ceux qui font des requêtes, est-ce que Digdash est plus simple à appréhender que BO? Pour ceux qui font je pense que si vous êtes un bon utilisateur BO, vous n'aurez pas de difficulté à faire des requêtes Digdash. Pour la petite histoire, Martin ne le dit pas, mais je vais le dire. Business Object, à l'origine, c'était une société lyonnaise, Cocorico, hein, et il y a des gars qui étaient à l'origine de Business Object à Lyon qui ont créé Digdash, quoi. Enfin, qui sont venus dans le sud, il faisait plus chaud qu'à Lyon. Donc, effectivement, il ne faut pas se leurrer, quoi. Digdash ont quand même copié ou se sont inspirés de la méthodologie BO. Donc, je réponds, quoi. C'est-à-dire que si vous êtes un bon utilisateur, un bon concepteur de requêtes sur BO, vous n'aurez pas de difficulté. C'est vrai qu'on a une entité BO un peu dans Digdash du fait que nos 4 fondateurs sont 4 anciens ingénieurs de Business Object. Ouais, Business Object à l'époque où il ne faut pas oublier, BO était lyonnais et a été racheté après par le groupe SAP. SAP, ce sont des Allemands, mais maintenant c'est devenu international. Mais c'est vrai que BO, c'était français. Et ça, on retrouve un peu dans Digdash la logique BO. Donc, voilà, conclusion, vous êtes un bon utilisateur BO, ça va vous faire... voilà, vous retrouverez vos petits dans Digdash sans aucun problème. La logique... Ça marche. Bon, du coup, je pose encore 4 questions. Et après, on passera du coup à Stéphane Linard. Alors, on demande si la mise en place du SID, est-ce qu'elle a demandé un travail préalable conséquent aux applis métiers? Je pense notamment sur le retravail des données. On pense notamment, par exemple, aux politiques territoriales. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, les données, pour moi, c'est une obsession. La qualité, l'exhaustivité, la justesse des données, pour moi, c'est une obsession et toute l'équipe, on est obsédé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, on le fait dans BO, mais on pourrait le faire certainement dans Digdash. Le décisionnel nous sert, on a des rapports ce que j'appellerais des rapports de contrôle de données. Le décisionnel sort des rapports de contrôle de données. On vérifie. Par exemple, sur le territorial, je vous donne un exemple très concret. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les actions, les politiques publiques qui sont menées sur le territoire de la région Occitanie. D'accord? Je ne sais pas, tout le monde ne connaît pas la région Occitanie, mais c'est entre Toulouse et Montpellier. Donc, s'il y a une action territoriale qui est fléchée sur Marseille ou sur Lille, attention, il faut qu'il y ait un message d'erreur. Donc, le décisionnel nous sert à sortir des messages d'erreur.
euh, les collègues aussi de la RH font pareil. On leur a monté aussi des rapports de contrôle de données RH. Bref, donc le décisionnel met en évidence des erreurs et après, c'est à nous, et là c'est un travail perpétuel, je pense, de dire aux collègues, donc ça, on parle de processus, finalement, est-ce que tu peux corriger ta donnée? Là, on voit qu'il y a un souci dans le processus. Donc, on est là pour corriger les données, pour inciter les collègues à corriger eux-mêmes, les collègues opérationnels, à corriger eux-mêmes leurs données, pour leur dire, si la donnée que tu saisis ou que tu fais saisir en amont est fausse, en aval, dans le décisionnel, va sortir fausse. Donc, oui, on a, pour répondre concrètement, on a des procédures, on a des outils de contrôle, et pour moi, c'est une obsession, je ne vais pas dire quotidienne, parce que vous allez me trouver névrosé, mais mensuelle, oui, mensuelle, on a là-dessus, il ne se passe pas un mois sur lequel on ait des erreurs qui soient fausses. De toute façon, tout SI, moi je vous mets au défi d'avoir des SI nickel avec toutes les données justes, c'est pas vrai. Le SI, l'intelligence artificielle, c'est bien gentil, mais il est fait par l'intelligence humaine, et le SI, on a des erreurs, on va tous boire un coup, fumer une clope, pisser, boire un café, et donc forcément il y a des erreurs dans la saisie. Donc le SI décisionnel est là pour corriger, pour nous aider. Si on met en place des procédures et des outils adaptés. Ok, très bien. Il y a encore deux questions. Quel est le critère qui a différencié la solution Digdash et Swadeo? Oula. Je m'en souviens plus trop bien. Je pense que Swadeo. Il me semble que Swadeo, vous l'aviez aussi observé parce qu'elle avait. Suadeo, il y avait le sujet, oui. Alors, il y avait le sujet Suadeo, alors on va tous se dire. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le logiciel Grand Angle, mais vous connaissez certainement l'éditeur CGI, puisque c'est Grand Angle est un logiciel de CGI. Et Grand Angle, qui est un logiciel de finance qui est très utilisé dans les collectivités, voulait faire du reporting avec Suadeo. Donc, on avait regardé cette solution. Mais très vite, on a vu les limites de Suadeo. En termes de reporting, de fonctionnalités. Aussi, ils avaient très peu de références. Moi, j'aime beaucoup qu'il y ait des collègues. J'aime beaucoup les clubs utilisateurs, même formels et informels, officiels et non officiels. C'est-à-dire qu'entre nous, il faut qu'on discute. Donc là, très peu de collègues qui utilisaient Suadeo. Et puis, on a eu du flair puisque CGI, pour Grand Angle, a choisi Digdash pour faire du reporting sur leur logiciel de finance. Donc ça nous a. Ça va être annoncé au club utilisateur. Peut-être je déplore un secret. Mais non, ça a été annoncé au club utilisateur de CGI Grand Angle il y a une semaine maintenant. Et effectivement, la Digdash est le nouvel outil de reporting intégré directement à Grand Angle. Donc ça, on le savait plus ou moins. Et ça nous a mis effectivement. Nous, on utilise Grand Angle. On a un budget de 3,8 milliards. Donc 3,8 milliards passe par Grand Angle. Effectivement, le fait qu'il y ait une solution de reporting qui soit choisie, qui soit Digdash, vraiment, ça nous a amené un peu une pierre. Enfin, ça nous a fait encore plus, comment dirais-je, on était encore plus content d'avoir choisi. Et puis la dernière question, Bruno, toute simple, est-ce que vous insérez des tableaux Excel directement dans Digdash? Oui, on va le faire. Oui, on n'exclut pas cette possibilité. Bien sûr, on n'exclut pas cette possibilité. Écoute, sachant Bruno, que moi, je ne suis pas trop tableau Excel, hein, parce qu'un tableau Excel, enfin, tout le monde le sait, c'est facilement. On va boire un café, on se trompe de ligne, de colonne, mais bon, bref. Mais oui, on n'exclut pas cette possibilité. Et tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est pour les utilisateurs métiers qui ont leur fichier Excel de leur côté, de pouvoir jouer dans Digdash directement avec leur fichier Excel. Oui, bien sûr. Voilà, c'est. Ils vont retrouver un peu ce qu'offre, par exemple, je recite Power BI de Microsoft, ils vont retrouver un peu les fonctionnalités, enfin, ils vont retrouver toutes ces facilités-là. La différence que Power BI et Microsoft coûte très très cher si vous voulez le déployer en version gratuite. C'est sympa, mais après, ça coûte très très cher. Et puis, c'est américain. Donc voilà, donc il faut. Donc nous, on pense que cette solution-là, c'est-à-dire ces deux jambes, reporting de masse opérationnel, on reste sur BO, et puis tout ce qui est outils de pilotage, outils d'analyse de données, beaucoup plus feed, beaucoup plus, enfin, vous l'avez vu, je vous ai montré un petit exemple, en data analyse, en self-service, on développe sur Digdash. Effectivement. Écoute, merci beaucoup, Bruno. En tout cas, c'était très, très intéressant. Merci d'avoir pris la parole et pour ta présentation. Avec plaisir.
Et du coup, maintenant, on va pouvoir passer au Grand Narbonne avec Stéphane Linard. Est-ce que tu nous entends, Stéphane? Oui, oui. Ok, parfait. Bah, écoute, je te donne la main, je te désigne comme présentateur. Alors, est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Ouais, on le voit. Voilà. Donc, je vais pas redire ce qu'a dit Bruno, si ce n'est que voilà, le club utilisateur, nous, il se résume à appeler Bruno Stavi, notamment pour avoir les informations fraîches, notamment tout ce qui arrive en décisionnel, parce qu'il a une grosse expérience sur cette partie-là. Nos besoins, c'est les mêmes, c'est une solution complémentaire à BO, notamment sur la partie reporting de masse, et du coup la possibilité de faire des tableaux de bord agiles avec une possibilité de data visualisation, forage. Nous on n'a pas de portail, donc essentiellement c'est des rapports avec BO, des rapports poussés avec des tableaux de bord juste pour des DGS et direction des membres du CODIR. Donc très peu de production, si ce n'est que des rapports poussés quoi par mail. Donc en fait qui alimente un peu comme l'a dit Bruno sur du reporting de masse, les sujets d'exécution classiques pour les différentes directions. Voilà à peu près une cinquantaine de destinataires. Et du coup la question s'était posée, on recherchait pas mal et Bruno nous avait fait part de ses recherches, de son benchmark, un peu ce qu'il a dit tout à l'heure. Et du coup, on a de suite enclenché une recherche et on a commencé à faire des POC avec DigDash. Ça a été concluant. Et après, on est parti avec eux. Donc, Coreco, c'est vrai ce que dit Bruno, c'est une entreprise française, c'est pas très loin, ils sont dans le sud. Des bons techniciens, un très bon commercial, des experts, un accompagnement robuste, donc tout ce qui était nécessaire pour nous, puisque en fait, du coup, moi, je suis tout seul sur la partie contrôle de gestion, sur la partie décisionnelle, et j'ai un alternant qui fait office de chef de projet décisionnel, dans le service. Donc, je rappelle, voilà, les intérêts, c'est forage de données, dashboard agile, type de tableau de bord. Donc, je détaillerai cette partie-là. Différentes sources, des catalogues de flux, notamment, voilà, avec la possibilité d'avoir un catalogue d'illustrations et de pouvoir les disposer à volonté sur un tableau de bord. Et moi, pour ma partie, voilà, ce que j'avais proposé à Martel, l'idée, c'est de vous montrer un peu la méthodologie de construction d'un tableau de bord. Donc, du coup, de vous montrer un peu peut-être l'envers du décor de ce qu'a fait Bruno ou de ce qu'on fait nous. Donc là, je vous montrer un peu la disposition. Je cache. Du coup, ça, c'est le tableau de bord, une proposition de tableau de bord DGS ou membre du CODIR avec différents métiers. Donc, la partie RH, finance, la commande publique, les subventions. Donc ça, c'est la première proposition. Du coup, ce qui nous a vraiment intéressé au-delà du forage, des cartes, c'est avoir notamment une synthèse sur un même tableau de bord, mais en même temps avoir la possibilité, par des actions au clic, de basculer sur sur le tableau, le tableau de bord le plus détaillé du métier. Donc avec des éléments un peu plus complet si on a envie de faire des recherches, avec la possibilité de revenir sur le tableau de bord initial, donc à l'identique pour la partie facture. Du coup, on revient sur le DGS. La partie commande publique, idem, on bascule sur la partie achat plus détaillée, des subventions. Et ce qui est intéressant, ce que je vous montrerai, c'est donc du coup peut-être Bruno n'avait pas parlé, c'est la partie responsive. Donc en fait, je vais vous expliquer un peu comment on construit les tableaux de bord et après derrière, peut-être à la volée, je pourrais vous montrer ce qu'on est capable de faire rapidement avec DigDash. Donc du coup, je vais me mettre en mode éditeur. Donc on va aller sur la construction du tableau de bord lui-même. Donc ça se constitue comme ça. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si vous entendez. Ouais, on voit bien et on t'entend bien. Voilà. Donc la partie responsive, elle est très importante et c'est quelque chose qu'il faut aborder à la construction du tableau de bord parce qu'en fait c'est quelque chose qui a une grosse plus-value, notamment, mais la partie responsive, c'est dire en fait avec quel que soit l'écran sur lequel on va déporter le tableau de bord qu'on a fait, une tablette, un écran, un grand écran ou un vidéoprojecteur ou un ordinateur portable, il faut qu'on soit en capacité
d'avoir le tableau de bord qui se dimensionne au mode de diffusion. Donc en fait, on vous explique. Donc en fait, nous, dans notre stratégie, on crée une page principale. Donc en fait, la partie responsive, c'est-à-dire que les objets, si je suis trop compliqué, vous pouvez me le dire, les objets qui seront disposés dans le tableau de bord seront ramenés à la proportion en pourcentage du tableau de bord. Donc en fait, nous, on construit notre tableau de bord. Donc en fait, on a une page principale. On va propriété. Donc qui elle représente. Donc aujourd'hui, on a, comme vous pouvez le voir sur le panneau de gauche, on a 2 pages. Donc en fait, la possibilité aussi, c'est ce que j'ai pas dit, c'est avoir un tableau de bord avec une première page, et après, je vous montrerai tout à l'heure la possibilité de rajouter des pages pour naviguer avec des sauts de pages. Donc en fait, ce qu'on fait nous sur la partie méthodologie, on crée une page principale. Donc si vous n'avez qu'une seule page, vous faites, c'est 100% de la largeur, 100% de la hauteur. Là, en l'occurrence, on a notre tableau de bord qui fait 2 pages. Donc, on a une partie synthèse avec ce que je vous ai montré, la partie RH, finance et commande publique, dans lequel sont disposées les différentes illustrations, le nombre d'agents. Donc, en fait, il faut savoir que il y a des notions de proportion à aborder. Et du coup, nous, on construit un méthodo, la page principale. Quand on a 2 pages, donc ça veut dire qu'on a la page qui fait 100 en largeur toujours et 200 en hauteur, puisqu'en fait, on a 200. Et en fait, on crée notre page 1 qui, elle, représente 100% en largeur et 50% de la page principale, dans laquelle on va encapsuler les objets dans les différents. Donc, on a nos 4 pavés métiers. Du coup, ces pavés métiers sont ramenés à la page 1. Et en fait, tous les objets qui sont comme on peut le voir, si vous le regardez sur le panneau de droite, tous les objets qui sont dans la partie métier sont ramenés à la partie métier, et la partie métier est ramenée à la partie synthèse. Donc, en fait, si vous devez, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a construit cette stratégie qui est quand même intéressante parce qu'elle est importante au démarrage, c'est de dire en fait, par exemple, je prends aujourd'hui, je dis, je veux une troisième page. Donc du coup, je prends ma page truc, je fais, au lieu de mettre 200, je mets 300. Donc la page 1, elle va faire 33%. La page 2 va faire 33%. Là, je vous le fais un peu en live, mais c'est intéressant. Du coup, je vais rajouter une nouvelle page, contenu additionnel. Je prends un groupe, je le rajoute. Du coup, lui, il va être, donc je le sélectionne en bas, je renomme, page 3. Du coup, largeur 100%, 33%. Et en fait, je vais le mettre, du coup, en position 0. 54, peut-être en bas. Stéphane, juste te poser une première question, parce que c'est vrai que je l'ai pas fait, je m'en excuse. On te demande juste de te présenter ta fonction au sein du Grand Narbonne. Oui, je suis responsable du contrôle de gestion, donc qui englobe la partie contrôle externe et contrôle interne. Et en même temps, j'accompagne la structure sur la mise en place d'un projet décisionnel et d'une gouvernance de la donnée. Voilà, on est 3 dans le service. Donc, il y a une personne qui s'occupe des téléservices et une personne qui gère un peu la partie contrôle interne et moi qui un peu chapeaute et intervient un peu. Et après, on a notre alternant qui, lui, fait chef de projet sur la partie décisionnelle. Donc, en fait, je vais reprendre le truc, j'enregistre. En fait, c'est pas, alors, du coup, ces positions. Bon, j'ai fait un peu un live, hein, je vais vous montrer ce que ça. Donc, l'idée, c'est que quand je vais rajouter, si vous voulez, j'ai rajouté une page supplémentaire. Et en fait, on voit que les objets de la page ne bougent pas. Et en fait, le principe, c'est en fait, après avoir la possibilité de. Là, je suis pas allé jusqu'au bout parce que il faut faire un paramétrage. Et en fait, quand j'aurai finalisé ma page 2, en fait, elle figurera en dessous. Du coup, on peut, c'est un peu ça, c'est à loisir, avoir la possibilité de disposer des, comment dire, des objets en y mettant, encapsulant des flux pour après derrière ramener des informations supplémentaires. Donc, la possibilité de renvoi, ça c'est, on a trouvé ça intéressant, notamment quand on a plusieurs pages, quand on veut dérouler un peu, voilà, si on veut avoir d'autres informations que celles de la page principale. Sur les côtés, du coup,
un peu ce que dit Bruno sur la partie qualité, on explique notamment les interactions qu'il peut y avoir et le calcul des indicateurs qui sont positionnés dans le tableau de bord. Et la partie intéressante aussi, c'est celle-là, c'est les filtres qui sont actifs pour savoir de quoi on parle. Du coup, je peux partir notamment sur la partie subvention. Donc, on a un peu les mêmes périmètres. Du coup, la partie cartographie pour avoir des éléments avec différentes illustrations et la possibilité de forage, notamment pouvoir sortir des éléments plus détaillés du graphique. Je reviens en arrière. Et après, avoir la possibilité, à un moment donné, de choisir, voilà, quand on bascule, voilà, d'avoir des éléments détaillés avec des facilités de navigation, possibilité d'export. Donc ça, c'est sur la partie, comment dire, construction de tableau de bord. Après, s'il y a besoin de plus d'informations, je pourrais montrer. Et l'idée, c'est, je vais vous montrer un peu, voilà, un peu à la volée, mais je le ferai pas jusqu'au bout. C'est si on va sur le mode éditeur, du coup, je vais sur ma page, sur la page que j'ai créée en numéro 3. Donc, ça charge. Voilà. Du coup, j'ai mon objet. La page principale, j'ai page 3. Du coup, j'ai mes flux. Donc, en fait, on est sur un rôle DGS, mais ça, je vous expliquerai un peu en détail en quoi ça consiste. On a nos blocs, donc en fait, des différentes illustrations. Du coup, on peut prendre exécution budget, par exemple. Si je prends un suivi du PPI, hop, je le mets là. Je vais le chercher en bas. Hop, paramètres, propriété. Donc, ça va arriver. La taille, hop. Du coup, on a dit 100%. Donc, on est sur 100. En position 0, pardon, à gauche. Position 0 et mettons 75 pourcentage en haut. On a notre largeur, c'est 100%, pareil, 100%. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir le tableau qui va se positionner en dernière page. Après, il y a un peu des ajustements à faire, mais l'idée, c'est ça. On va avoir notre tableau qui va figurer sur la page 3 et en fait, on va à loisir. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'à la volée, on a notre catalogue en haut de flux et à la volée, on peut construire un tableau de bord. Là, bon, c'est un visio, donc c'est un peu plus compliqué, mais dès que les flux sont constitués, on a vraiment la capacité de très rapidement créer un tableau de bord. Notamment, mais c'est important, c'est ce que disait Bruno, c'est lorsqu'on travaille avec un métier, mais déjà quand on a qualifié la donnée, qu'on a notre source, ça je vous le montrerai aussi, et qu'on a commencé à construire nos flux, en fait, on peut, avec l'ordinateur, se mettre à côté. Nous, d'abord, on les fait dessiner, mais on peut se mettre à côté et faire le tableau de bord en une après-midi. Et on peut construire quelque chose de pas mal. Donc, sur la partie tableau de bord, ah oui, ce que on avait trouvé intéressant, du coup, je reviens, pas enregistrer. Ce qui était intéressant, c'est du coup, notre DGS, il veut beaucoup d'informations. Et la partie Flipkart, notamment la possibilité d'avoir les illustrations et de naviguer, elle est intéressante. Là, je vous montre sur cette partie-là. Hop, on a nos vignettes. Et en fait, on fait des scénarios d'exploration avec différentes. C'est revenu. Comme j'ai touché, ça a un peu déstabilisé, mais je reviendrai en arrière. Du coup, on a ces possibilités-là. Voilà, la possibilité de forage, c'est ce qu'on disait. Voilà, on est sur là, on est sur un tableau de bord direction, notamment avec le directeur pour savoir combien il a de factures à traiter. Du coup, il clique et il a la liste des factures avec notamment ça, c'est le statut en cours et à quelle étape c'est. Du coup, comme chez nous, les directeurs valident, en fait, il a la liste de toutes ces factures qu'il aura à traiter. Et après, ça, c'est nos statistiques sur les nombres de factures enregistrées. Là, pareil, la possibilité de forage. Du coup, je peux passer à la deuxième partie. Après, c'est peut-être voir s'il y a des questions peut-être sur cette partie-là ou si je peux passer à la deuxième partie. Il y a 2-3 questions effectivement qu'on peut te poser. Est-ce que donc ton alternant chef de projet décisionnel travaille sur les rapports ou constitue-t-il également les entrepôts d'organisation? Attends, je n'ai pas très bien compris. En gros, est-ce que ton alternant du coup travaille que sur les rapports d'IDH ou il constitue aussi les entrepôts au niveau de la donnée? Nous alors en fait sur la partie entrepôt,
Du coup, je vous montrerai tout à l'heure la notion de modèle dans DigDash. Je pense que c'est un peu de ça qu'on parle. Donc, du coup, nous, on est en relation avec la DSI et du coup, on prend les accès pour accéder aux bases de données. Et après, on importe. On est en connexion notamment, mais nous, on est avec Berger Le Gros. Donc, on est connecté directement à la base Oracle GFDE. Donc, en fait, on pointe direct et en fait, à un moment donné, en complément, on peut, prendre notre modèle, c'est-à-dire notre schéma ou notre source, et en fait, faire des jointures pour compléter le modèle métier par des modèles, ça peut être de l'Excel ou d'autres bases de données. Et du coup, ça peut être moi qui le fait, mais ça, je vous montrerai, je sais faire, ou l'alternant, voilà. Donc, il n'y a pas de... Peut-être la question, c'était par rapport au niveau de difficulté, c'est ça? Il y a la question, c'était en fait en gros la question c'est aussi de savoir est-ce que vous êtes accompagné également à côté, parce qu'il y a cette question qui revient aussi, est-ce que vous êtes accompagné par un prestataire ou est-ce que vous faites tout en interne? On fait tout en interne et après on a fait le choix comme Bruno. Donc on est accompagné par DigDash avec des intervenants donc, sous forme d'atelier. C'est des formats d'après-midi donc ou matinée, c'est 3 heures à chaque fois. Donc en fait nous, il faut à mesure qu'on avance dans notre projet, quand il y a des difficultés, on prévoit un atelier et en fait on échange avec le technicien et en fait on regarde ce qu'on peut faire et du coup on corrige et on avance. Du coup cette partie-là aussi elle est intéressante parce qu'on a des interlocuteurs directs. Donc pour nous c'est Brenda Fosti qui intervient pas mal. Et voilà, c'est la qualité, c'est ça aussi. Parce que nous, sur BO, par exemple, on est tout seul et en fait, on doit contacter des prestataires pour voilà, avoir accès à des fonctionnalités ou monter en compétence sur l'outil. Alors que là, on est vraiment en direct et du coup, on s'arrange, on regarde au niveau des plannings et on planifie des petites interventions avec des jalons pour nous faire avancer le plus vite possible. Mais après, c'est assez facile d'utilisation. Ça répond aussi à une autre question qui était est-ce que DigDash peut accompagner en direct les clients et est-ce qu'on peut passer des marchés directement d'accompagnement à DigDash? Effectivement, oui, on a une équipe de consulting qui accompagne nos clients. Après, on a aussi des partenaires qui peuvent accompagner nos clients, notamment sur des plus gros projets à long terme du clé en main. Là, on va plus s'appuyer sur des partenaires, mais si c'est vraiment pour l'expertise des ateliers avec DigDash, vous pouvez passer directement avec. Sachant que nous, notre objectif derrière, c'est de vous rendre autonome sur la solution. Quel est le temps d'appropriation pour arriver à développer ce type de tableau de bord? Alors, sur le tableau de bord tel qu'il est aujourd'hui, avec la méthodologie qu'on a construite, notamment cette idée de responsive, là, une page principale avec, on encapsule sur une page 1 avec les flux à l'intérieur, notamment pour, voilà, quand on doit rajouter une deuxième page, pas avoir retouché tous les flux. Voilà, ça a été rapide, je sais pas. Mais je vous donne un exemple. On a pris un stagiaire avant l'été. Du coup, nous, on lui a montré un peu une journée, puis on lui a donné de la documentation. Mais une semaine après, il était en capacité d'ailleurs, c'est lui qui a trouvé les sauts, ces sauts-là, la partie, voilà, quand on va aller sur des métiers pour avoir le truc, c'est lui qui l'a trouvé. En une semaine, il était opérationnel. Donc après, c'est très rapide. C'est ce qu'on dit, même Bruno l'a dit, c'est assez simple, quoi. C'est très simple. Il y a beaucoup de fonctionnalités. Bon, du coup, voilà, des fois on est frustré parce qu'après on apprend des choses top, mais c'est un super outil parce qu'il permet, voilà, d'envisager beaucoup de choses, quoi. Notamment, on a parlé du PowerPoint, ça aussi on y travaille dessus. Voilà, ce que je vous disais, la partie sur 2 pages. Notamment, si on veut, on le sait, les élus, ils veulent avoir des choses simples, une tablette, là, pour un petit bouton, paf, ils basculent voilà, ils voient sur les taux de réalisation. Ils regardent derrière, on retourne le tableau et en fait, on a notre suivi du PPI. Voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est très facile à faire. En fait, pour compléter ta réponse, ce qu'on préconise, c'est effectivement c'est une formation de 2 jours assez théorique et après 3 jours d'accompagnement sur vos données pour commencer à vous faire avancer sous forme d'atelier pour vous rendre autonome. Et après, effectivement, ouais, avec Stéphane, on a mis en place des ateliers. Généralement, c'est un atelier toutes les 2 semaines ou par mois pour répondre à certaines problématiques, pour vous accompagner, mais vraiment parce que ce sont des besoins un peu spécifiques à chaque fois.
pas mal d'ateliers rapprochés, notamment peut-être, je pense qu'au début, on a été parti sur une semaine. Chaque semaine, voilà, on faisait tous les vendredis, on faisait un petit bilan de la semaine et on avançait sur le reste. Et après, on a commencé à espacer dès qu'on était un peu plus voilà, guéri sur le truc. Mais rapidement, on est arrivé à construire des choses très, très, comment dire, à une belle technologie, notamment voilà, avec des grandes possibilités, ce qu'on n'avait pas la possibilité de faire sur BO. On n'était pas formé dessus et puis c'est très compliqué, quoi. Donc, pour les services aussi, c'est vraiment la capacité d'accompagner les services et rapidement de produire des résultats. On le sait dans nos métiers, il faut gérer les frustrations. Donc en fait, aujourd'hui, on est capable, avec un effectif très réduit, d'apporter des réponses très rapides sur des besoins métiers. Notamment, mais peut-être je peux compléter, c'est qu'aujourd'hui, on fait des tableaux de bord clés à main. Donc en fait, on prend une source et en fait, on propose différents indicateurs avec une présentation. On peut faire une reproduction à l'identique. Et on a aussi la possibilité, c'est celui des finances. C'est tout simplement, par exemple, celui-là, ça, c'est un tableau de bord qui était fait sur Excel. Donc, en fait, avec la personne qui importait avec toutes les semaines le grand livre. Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, il y a un problème d'actualisation, partage. Ça a tourné voilà, en longueur parce qu'en fait, chaque fois, il fallait importer. Là, aujourd'hui, ça, c'est le tableau de bord Excel qu'elle avait, la personne avait. On y a reproduit à l'identique avec les choses qu'elle surveille. Voilà, la possibilité voilà, d'avoir en validation les 11 trucs, tout ce qui lui sert. Et en fait, on l'a reproduit à l'identique. C'est-à-dire qu'on est en capacité aussi comment dire, d'apporter au métier. Des fois aussi, on essaye de réinventer la roue, l'eau chaude. Et en fait, le métier, il a certaines habitudes. Et là, on a la possibilité de lui proposer à l'identique un tableau tel qu'elle elle le fait, sauf que là, aujourd'hui, on est en direct sur l'univers finance et elle peut actualiser à loisir euh, cette partie-là. Donc, en fait, c'est à la fois du tableau de bord très visuel avec de la data vise, mais en même temps la possibilité de coller vraiment au métier avec des tableaux de bord retranscrits. Voilà, c'est pas la peine d'inventer les choses qui sont déjà faites. Donc en fait, ça aussi, c'est une plus-value. Il y a vraiment enfin, une infinie possibilité voilà, d'action et de possibilités de présentation pour les services pour lesquels on travaille. Deux petites questions avant de passer à la suite encore. On demande un peu le temps de rafraîchissement de tes données. À l'Occitanie, on sait que c'était décalé d'un jour, parce que c'était rafraîchi la nuit. Toi, vous, c'est rafraîchi quand les données? Ouais, tous les soirs à 20h. Donc pareil. Ouais. Sinon, je crois qu'on veut recruter ton alternant, Stéphane, parce qu'on demande s'il y avait des fortes compétences sur base de données. En gros, c'était quoi le profil de ton alternant que tu as? Lui, il est plus SIAD, donc c'est la partie décisionnelle, c'est-à-dire de la partie en sortie de base de données jusqu'à la construction du tableau de bord. Et après, on a une personne un alternant qui est à la DSI et qui est lui plus orienté apprentissage des données, notamment voilà, construire des flux talent et après derrière monter une base de données et alimenter. Ok. Mais après, ce que je vous montrerai ce qu'on fait sur Digdash. On peut tout à fait, moi je ne suis pas expert en base de données, loin de là, mais je suis arrivé à faire des choses, je vous montrerai très facilement, quoi. En fait, la première chose à savoir, c'est connaître la base, c'est-à-dire avec le métier, avoir les données, enfin, faire remonter les données qui vont servir au métier. Et après, derrière, mais c'est des clés qui vont permettre de faire des jointures entre les différentes bases, quoi. Mais comment dire, Digdash est tout à fait capable, je vous le montrerai notamment sur le graphe des modèles de données. Je vous montrerai comment il travaille. Je ne me rappelle plus, il y a les modèles et après derrière, il va vous montrer les différentes interconnexions avec les modèles. Voilà, mais il n'y a pas. Les alternants qu'on a, techniquement, ils sont très forts. Voilà, aujourd'hui, ils sortent dans les masters, déjà en sortie de licence, on a des personnes qui sont vraiment voilà, très, très bons techniquement, qui maîtrisent le JavaScript, SQL et tout ça. Mais moi-même qui ne maîtrise pas tout ça, je suis en capacité voilà,
me connecter à une source, notamment mais générer un script, ce que disait Bruno, SQL dans BO, et après de rapatrier les données que j'ai l'habitude de travailler dans BO, de les rapatrier dans Digdash pour voilà, reproduire et aller plus loin que ce que je fais avec Business Object. Ok. Bon, il y a encore quelques questions, mais je pense qu'on les posera à la fin. On te laisse poursuivre. Du coup, alors je sais pas si je me change d'onglet, ça marche là ou pas? Du coup, on est sur les flux et les modèles. On voit ça ou pas? On voit le studio? Oui, pardon, on voit le studio tout à fait. Ouais, ok, d'accord. Donc dans le studio, voilà. Donc là, on est dans le studio, c'est-à-dire tout, comment dire, la fabrique qui permet de créer notamment les flux. Donc en fait, là, je suis parti sur DGS parce que moi, ça dessus, ça va parler. Du coup, on a nos différents métiers. Donc c'est comme ça qu'on est organisé. On crée un dossier par métier et en fait, on a nos flux. Du coup, ça, on a notre catalogue, ce qui distingue de BO. Après, peut-être sur les nouvelles versions, je ne sais pas, c'est peut-être plus Bruno qui peut en parler. On n'a pas cette possibilité-là. C'est-à-dire, en fait, d'avoir un flux et de pouvoir le mettre sur un tableau de bord. On a là notre catalogue, on fait notre marché. Avec les métiers, on a vu, voilà, tout ce qu'on souhaite dans les différents périmètres, voire dans le tableau de bord. Donc, en fait, on a la partie, c'est ce qu'on disait, le suivi PPI. Voilà, possibilité de voir le tableau. C'est le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ce que je disais tout à l'heure, les différents indicateurs au KPI, en fait, ils vont pointer sur la source de données. Donc, en fait, ça, on voit que je vais vous montrer plus en détail. C'est le modèle, c'est-à-dire la base de données. On voit que c'est les crédits votés pour le suivi de PPI et le détail de l'exécution du budget. Donc, en fait, on voit que c'est le modèle, donc GFDE, crédit voté avec une voiture sur le détail des exécutions budget. Donc, si je vais maintenant sur finance, je reviens sur l'exécution budget, j'ouvre. Donc, en fait, on a nos deux modèles avec les clés qui sont, voilà, les codes clés qui sont communes. On aurait pu en choisir qu'une, parce que le code d'imputation, c'est le niveau le plus détaillé. Et du coup, peut-être ça peut répondre à la question de tout à l'heure. Donc, en fait, on a nos deux sources en haut, la partie crédit, détail de l'exécution et les crédits votés. Voilà, je vais l'éditer. OK. Comment ça, on vient voir. Donc, en fait, on a notre data mart Cedit. Donc, on a notre liste, notamment par truc. On a nos connexions. Donc, là, c'est sur la partie Oracle, c'est l'univers GFDE. On a notre script, ce que disait Bruno tout à l'heure, SQL, qu'on a récupéré de BO pour après. Alors, je ne sais pas si je vais pas faire le truc. En fait, vous avez votre script. Après, vous faites une prévisualisation et avec vous avez votre base de données en colonne avec les données qui sont contenues. Et pareil, pour crédit voté, c'est pareil. Donc, en fait, pour comment dire, construire ça, on n'a pas besoin comment dire, d'être de niveau technique très élevé, parce qu'en fait, on a juste à récupérer le script, c'est ce qu'on disait là, dans BO, avec une requête qu'on a l'habitude de travailler. Voilà, select avec les différentes dimensions et mesures. On en prend une autre, c'est-à-dire on va rechercher une autre, et en fait, on a juste à faire un autre clé pour en fait avoir derrière notre base de données. Donc, ça répond un peu à la question de tout à l'heure. C'est très facilement, on peut se connecter et ça peut être aussi des sources Excel. Du coup, ce que je trouvais intéressant de vous montrer, je vais aller là-dessus. Est-ce que je suis sur… Oui, je suis bien là. Je vais aller sur le modèle. Donc, je vais exécution du budget. Ça va peut-être répondre à des questions peut-être techniques. Ce qu'on a trouvé d'intéressant, c'est le graphe du modèle de données. Et là, on voit. Donc, en fait, on a notre base de données crédit voté qui pointe sur la base de données avec jointure. Détail exécution, c'est une base de données. Et après, derrière, les différents flux qui sont créés. Du coup, c'est intéressant parce qu'on a déjà une illustration et on a une vision, notamment, je prends l'exemple avec beaucoup de modèles, pour s'y retrouver, si on a un schéma, c'est mieux. Donc, cette partie-là aussi nous a semblé intéressante. Ce qu'on a trouvé pas mal, que je peux vous montrer, ça peut répondre aussi
qu'est-ce qu'on va chercher de l'Excel ou de la base de données Oracle? Nous, on va tout chercher. Donc, je vais vous prendre l'exemple fichier Excel. Donc, c'est le suivi des marchés. Donc, en fait, les services, notamment pour le lancement des marchés, l'instruction, la publication, ils ont un fichier Excel de suivi. C'est un fichier qui doit faire une trentaine de colonnes avec les différentes dates et les différentes étapes de traitement d'un marché et peut-être 80 lignes. L'intérêt de prendre ce fichier Excel, de faire une base de données, il n'est pas, pour nous, il nous a pas semblé évident. Du coup, ce qu'on fait, donc je vais l'ouvrir. Vous voyez, il est très petit. Je vais vous montrer. Tac, tac. Très peu de colonnes, pas énormément de lignes. Je crois qu'il doit y avoir peut-être une centaine de lignes. C'est un fichier Excel. Ce qu'on fait nous, on a une GED, gestion électronique des documents. Le fichier, le sales métier est sur son tableau Excel. Donc, en fait, ils continuent à suivre sur leur tableau, c'est-à-dire remplir quand il lance un marché, attribuer un numéro et en fait suivre les différentes étapes. Et nous, en fait, on ne les perturbe pas. Donc, on va pointer directement dans la GED. Ils continuent à remplir leur tableau. Et en fait, tous les soirs, on fait remonter les données du tableau de suivi qui est dans la GED. Et du coup, là, quand même, moi, je ne connais pas les autres logiciels, mais cette partie-là est assez bluffante. C'est-à-dire qu'on ne perturbe pas le service. Il continue à renseigner son fichier Excel. Nous, on récupère les données et après, derrière, on leur construit le tableau de bord avec les données rafraîchies en temps réel. C'est-à-dire avec la possibilité, notamment, sortir des statistiques, notamment sur quel délai, notamment quand on lance une procédure par type de marché. Du coup, cette partie-là, je trouve qu'elle est très, très, très intéressante. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour, comme je disais tout à l'heure, réinventer les choses et perturber les services. Donc, en fait, on offre la possibilité aux services de continuer à faire ce qu'il a l'habitude de faire, tout en derrière y amener un service supplémentaire. Donc, du coup, peut-être je peux montrer un flux. On a commencé. Voilà. Du coup, on a commencé à construire nos flux sur la base de leur fichier Excel pour lesquels ils n'avaient pas de statistiques. Et en fait, on est en train de, le nombre de dépôts, le nombre de questions, tout ce qui est présent dans leur tableau Excel qu'ils ont dans la GED et qui est partagé par le service commande public. Nous, derrière, on récupère ces données-là en temps réel. Tous les soirs, on rafraîchit. Et en fait, on commence à construire les flux et leur construire un tableau de bord. Donc, cette partie-là, elle est vraiment intéressante, quoi. Donc, ça fait partie aussi des plus. Pour nous, c'est vraiment une valeur ajoutée parce qu'en fait, on peut intervenir à différents niveaux de mise en place de décisionnel. On va sur de l'Excel, on va sur pas mal de choses, quoi. Donc, pour nous, c'est très, valorisant parce qu'en fait, déjà, on ne peut pas dire qu'on passe pour des génies, mais quand on ne connaît pas l'envers du décor, on se dit, mais quand même, putain, ils sont forts et tout. Et en fait, on arrive à se construire des choses assez robustes. On ne perturbe pas le service et en même temps, derrière, on leur amène quelque chose de qualité. Je pense que je crois que j'ai fini. Après, peut-être s'il y a des questions, s'il y a des choses qui me reviennent. Il y a pas mal de questions, Stéphane. Déjà, merci pour ta présentation et d'être entré dans le cœur du produit. Une première question, est-ce qu'on peut acheter des commentaires sur LinkDash? Oui, on peut. Je ne sais pas si toi, tu as déjà utilisé cette fonctionnalité, Stéphane, si tu as l'utilité. Pas encore. Okay. Alors, Martin, tu n'étais pas là quand j'avais fait, j'étais venu à Toulouse là, pour le Tour de France décisionnel de décision, là, où il y avait Antoine Buat. Ouais. Et pour nous, en fait, LinkDash, mais ça, c'est une réelle réflexion que j'ai faite, c'est un peu comme le cerveau humain, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, là, on est sur des fonctionnalités plus, et je pense qu'on est à 40% de ce qu'on peut faire avec LinkDash. Donc, on découvre au fur et à mesure des ateliers ou des démonstrations des choses qui sont assez bluffantes. Mais après, nous, on arrive maintenant aujourd'hui à faire des choses, notamment ce que pour montrer Bruno sur un PowerPoint. On peut, si on sort une carte, arriver à détacher le département de la carte pour le mettre à côté et que les données bougent, quoi. Voilà, des fois, ça ressemble un peu à de la magie. Donc, oui. Après, je me rappelle plus la question, mais qui m'a amené à dire ça, mais c'est que c'est la partie commentaire, effectivement. Il y a beaucoup de choses que on a la possibilité, du coup, c'est ce qu'on disait, la partie responsive et la partie,
et on distinguerait, à la limite, on peut faire un tableau de bord orienté communication, avec notamment avec plusieurs pages, et comme ça a été fait sur la partie énergie, peut-être que je pourrais montrer, c'est de dire en fait, on est sur une réunion, on veut communiquer, c'est pas non plus, c'est plus de l'information, et du coup, on construit un tableau de bord orienté information. Et ça, on est tout à fait en capacité de le faire avec la possibilité, comme dit Bruno, sortir soit un PDF, soit un PowerPoint, très important, notamment pour les élus. Et en temps réel, de dire en fait, on met des filtres sur notre tableau de bord, et en fait, le PowerPoint va pointer avec des données qui sont filtrées au moment où on sort le tableau de bord, enfin, le PowerPoint. Ça, c'est assez bluffant. Et après, l'autre partie, tableau de bord DGS, avec voilà, les possibilités de flipcard, être déporté sur des données plus métiers pour si on veut avoir du détail. Et après, la partie tableau de bord avec de la database, on explore notamment la partie finance. On est sur un délai de paiement, on veut savoir quelle facture et quels sont les délais pour quel fournisseur, avec la possibilité d'exploration jusqu'au détail du grand livre. Donc, en fait, il y a ces notions-là aussi qu'il faut aussi comprendre. Et en fait, c'est des possibilités qu'on peut envisager. Et du coup, cette partie-là, elle nous a semblé vraiment intéressante, avec la possibilité de faire des commentaires. Mais comme je vous dis, il y a tellement de possibilités que moi, je rêverais de passer un an chez Digdash et voilà, d'apprendre avec eux pour arriver à être un utilisateur plus, notamment qu'Antoine Bua, qui est membre fondateur de Digdash, peut nous montrer, quoi. C'est-à-dire de la magie. Ah, ça marche, merci Stéphane. On demande aussi est-ce que Digdash a un ETL intégré avec des fonctionnalités de base. Alors, on n'a pas vraiment un ETL à proprement parler, mais on a une capacité de préparer la donnée, de l'agréger, de la modéliser. Oui. Mais on va pas pouvoir nettoyer non plus la donnée directement dans Digdash. Après, on a la possibilité de faire des fiches indicateurs et de mettre des niveaux de détail pour les calculs et tout ça, c'est pas mal. Mais en fait, Digdash quand même permet aussi, on le sait, selon le niveau de maturité dans la structure dans laquelle vous êtes, ben, vous n'avez pas de base de données, vous avez juste un univers BO avec finance, mais à côté peut-être des fichiers Excel, des fichiers à plat. Eh ben, vous pouvez montrer un peu votre petit infocentre dans Digdash. Ça le permet. Mais après, vraiment, ETL, non, c'est pas ça. Mais quand même, bon, vous pouvez partir sur quelque chose d'assez robuste et assez bluffant sans avoir une grosse base de données avec des data mart avec les différents schémas et tout ça, quoi. Et on demande également est-ce que vous avez créé un glossaire métier? Un glossaire métier, mais en fait, nous, c'est-à-dire, c'est comment on lit ou la liste des différents indicateurs, c'est ça? Alors, je t'avoue que j'ai pas j'espère que tu m'expliques ce que c'était qu'un glossaire métier. Oui, c'est ça, on dit que c'est ça, effectivement. Ben nous, en fait, quand on fait nos rendez-vous, dans notre approche gouvernance de la donnée, dans notre méthodo, en fait, on a un process, intégration, diffusion de données à l'échelle du Grand Narbonne. On a un process intégration et diffusion de données métiers, donc c'est de ça qu'on parle. Et dans ce process-là, on a une fiche recueil des besoins dans lequel on recueille les différents indicateurs que veulent notamment proposer les services, comment ils sont calculés. C'est ce que disait Bruno, la partie qualité. Quand on parle d'un délai de paiement, à savoir que nous, par exemple, les achats, ils n'ont pas le même délai de paiement que les finances. C'est-à-dire, je m'explique, sur les factures, en fait, les finances ont un périmètre plus large, notamment qui peut reprendre aussi les fonds de concours et autres, et subventions, alors que les achats, ils sont très orientés entreprise. Donc, en fait, quand on travaille sur le périmètre achat, en fait, on a le spectre qui n'est pas le même, et du coup, le délai de paiement, il n'est pas le même non plus, parce qu'en fait, la base n'est pas la même. Et du coup, ça il faut l'expliquer. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que dans la fiche, on écrit bien quel est le spectre qui est fait l'assise de l'analyse, pour qu'après, à un moment donné, nous, le délai, ça nous est déjà arrivé quand on est parti, notamment le délai de paiement en général au Grand Narbonne et quand on est parti sur les achats, mais c'était pas le même. Et du coup, on recueille cette partie-là dans notre fiche recueil des besoins. Et en même temps, dans les commentaires, notamment, on a aujourd'hui dans notre stratégie, en haut, dans le tableau de bord, peut-être je peux le montrer,
On a peut-être pas celui-là, mais la partie peut-être subvention, même pas. Alors attendez, je vais revenir. DGS, peut-être finance. Donc en fait, à nous, on a la possibilité d'avoir les filtres à gauche, à droite. En fait, on laisse un encart pour les commentaires. C'est peut-être pas sur celui-là, c'est sur les achats. On a commencé à le faire. Pour en fait, oui, c'est là. Voilà, la différence entre le nombre de factures DGS et le nombre de factures pour le tableau de bord. Le final, c'est dû à un filtre qu'on a ajouté, notamment la personne, bon, Stéphanie, qui est responsable des finances sur la partie facture, qui enlève EDF, notamment. Mais EDF, nous, on paye, du coup, c'est un débit d'office à la trésorerie et on régularise en fin de mois. Donc, en fait, on a 30 jours de delta entre la réception de la facture et le paiement affiché au moment de la liquidation. Et du coup, ça, il faut l'expliquer. Voilà, c'est un peu, je pense que ça répond à la question. C'est que voilà, sur le DGP 19.8 au Grand Narbonne, mais si vous allez sur les achats, peut-être que ça ne sera pas le même parce que le périmètre n'est pas le même. Du coup, ça fait partie un peu du glossaire métier. Et en fait, cette partie-là, on l'intègre dans le tableau de bord DGS parce qu'en fait, la personne qui lit un tableau de bord, il doit savoir de quoi on parle. Parce qu'on sait des fois sur les réunions, ouais, mais ton délai de paiement, c'est pas le mien, on n'a pas le même. Et du coup, nous, on veut pas d'ambiguïté et on veut que les personnes qui utilisent comprennent comment c'est calculé et qu'on soit en capacité d'expliquer, les choses. Voilà. Ok, et du coup, il y a une dernière question qui est affichée, c'est à nouveau sur la base de données. Est-ce que l'accès, donc on demande si l'accès se fait donc à des bases de données retravaillées par l'alternant SI, parce que donc la personne qui pose la question a cru comprendre qu'on pouvait accéder directement à la base métier finance. Oui. Alors, aujourd'hui, on est. Du coup, on va parler un peu de notre stratégie. Digdash permet d'accéder directement à la base métier. Du coup, il y a des systèmes de droit. Donc, du coup, on voit avec la DSI qui a le droit de voir quoi et à quel niveau. Digdash permet, je ne sais pas si ça répond à la question, de faire remonter certaines informations et pas d'autres. Voilà, c'est sur la partie confidentialité. Donc, avec la notion de rôle, de droit sur les tableaux, de droit sur les flux. Et Digdash permet beaucoup de choses, mais en fait, dans notre stratégie, notamment sur le déploiement du décisionnel, notamment sur la partie SIG, on s'est dit, en fait, aujourd'hui, il y a certaines mesures calculées qu'on va encapsuler dans une base de données décisionnelle qu'on aura sur le serveur. Donc, en fait, après, derrière, c'est un peu technique, mais bon, c'est qu'aujourd'hui, on est en réflexion, notamment avec le LDAP, c'est-à-dire l'authentification à l'ouverture de session, qu'on ait une liste de droits sur les bases de données et de données présentes. C'est-à-dire qu'on soit sur BO, Digdash ou un autre outil, SIG, qu'on ne voit que les données auxquelles on a, qu'on ne voit que les données auxquelles on a droit droit d'accès. Je ne sais pas si ça répond à la question. Le truc, c'est que si vous êtes travaillé que sur Digdash, mais cette question elle peut être réglée de Digdash, mais à un moment donné, si vous devez travailler avec d'autres outils, du coup, c'est la question qui nous avait frustré, c'est de dire est-ce qu'on a la possibilité aussi, notamment quand on commence à construire des modèles de données avec plusieurs bases, on avait posé la question à un technicien, est-ce qu'on peut de nouveau dans l'autre sens, exporter cette base qu'on a, orientée décisionnelle pour après la traiter avec d'autres outils. Pour aujourd'hui, c'est pas possible, mais on ne désespère pas peut-être avec la possibilité qu'on a de traitement dans Digdash, avoir la possibilité après derrière de repartir dans l'autre sens et en fait d'implémenter d'avoir une base de données qui soit travaillée sur Digdash et après derrière qui soit implémentée dans notre data mart pour après pouvoir l'exploiter avec d'autres outils décisionnels. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, effectivement, c'est bon, Stéphane. Et je pense avoir répondu à t'avoir posé toutes les questions, il n'y en a pas d'autres. Pour le coup, donc c'est ce qui va clore ce webinaire. Écoute, merci beaucoup en tout cas Stéphane pour ta présentation, c'était super intéressant aussi. Merci également à Bruno Stavi qui a intervenu en premier. Voilà, s'il y a d'autres questions, je me permettrai de vous les faire suivre, Stéphane et Bruno, pour d'éventuelles réponses supplémentaires. Et écoutez, merci à tous pour avoir participé à ce webinaire et écoutez, à très bientôt en tout cas.
et je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit. Bonne journée à tous.